Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux de minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 14 « Je sors de la dépendance affective ». Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Cela m'arrive quelquefois de me demander si je suis pas un peu dépendante affective. Par exemple, je peux m'angoisser si mon chum ne répond pas tout de suite à un SMS. Je me sens vexée de ne pas être invitée à un souper entre amis et il m'arrive parfois d'attendre l'approbation et la reconnaissance de mon boss ou de mes collègues. Et là, ça me chicote. Comment faire pour me détacher du regard des autres? Et qu'est-ce que je gagnerais à être plus indépendante affectivement? La dépendance affective est un terme très utilisé et bien révélateur d'un état d'âme. Celui ou celle qui est débarrassé de cette dépendance deviendrait alors un indépendant affectif. Pour nous, à Bulle de Bonheur, nous préférons utiliser le mot autonomie plutôt que celui d'indépendance. Ce dernier pourrait donner l'illusion que nous pouvons être indépendants, c'est-à-dire dépendre de rien ni de personne. Or, vivant en société, nous savons que c'est impossible. Nous sommes interdépendants, puisque nombre de nos besoins vont être satisfaits par l'aide des autres, comme se nourrir, se soigner, travailler, être en relation, etc. Si l'indépendance se réfère aux autres, la notion d'autonomie renvoie à soi, et c'est ça qui nous intéresse. Ça renvoie à notre pouvoir d'agir sur notre vie, sur pouvoir sur nous-mêmes qui, rappelons-le, est le fil rouge de nos podcasts Bulle de Bonheur. Comme le dit Eric Berne, fondateur de l'analyse transactionnelle, nous définirons donc l'autonomie comme la faculté à parcourir la vie en faisant des choix clairs et en les assumant, à avoir conscience de ses propres besoins et à savoir les satisfaire. Magnifique définition. Et pourtant, nous pouvons nous retrouver dans un état où il nous est impossible d'être autonome. Car au lieu de compter sur nous pour satisfaire nos besoins, nous attendons que ce soit les autres qui le fassent. Et c'est là que vient se glisser la dépendance affective. Nous allons aujourd'hui parler plus spécifiquement de notre autonomie affective, c'est-à-dire donc de notre capacité à combler nous-mêmes notre besoin d'être aimé, d'être reconnu et d'être apprécié. Gagner en autonomie affective, c'est apprendre à s'aimer soi-même avant tout. C'est prendre conscience que notre bonheur dépend de nous, c'est prendre ou reprendre en main la télécommande de son bien-être. Quand nous croyons que l'autre a l'obligation de nous sécuriser, de nous rassurer, de combler nos manques, nous devenons des dépendants affectifs et nous confions à l'autre la télécommande de notre bien-être. En accompagnement, nombreux sont les couples que je rencontre où l'un des deux me dit « Ah, s'il change, alors ça, j'irai mieux ». Alors que commencer par chercher à savoir ce qui est en notre pouvoir pour faire changer les choses a plus de chances d'aboutir que de demander à son conjoint d'être plus comme ci ou plus comme ça. De plus, souvent, le conjoint vit très mal la situation, car il a l'impression de ne jamais faire comme il faut, de ne pas être à la hauteur. Il a l'impression même de temps en temps qu'on lui demande d'être quelqu'un d'autre. Et donner la télécommande de son bien-être à l'autre touche en plus les deux membres d'un couple. Alors, comment savoir si nous sommes des dépendants affectifs? En fait, si nous cochons plusieurs des caractéristiques suivantes. 1. Avoir des attentes qui ne dépendent que des autres. 2. Ressentir un grand vide affectif. 3. Faire passer les besoins des autres avant les siens. 4. Avoir besoin d'être utile. 5. Avoir toujours l'espoir de pouvoir changer l'autre. 6. Chercher sa propre valeur dans le regard de l'autre, comme être complimenté, être valorisé, être validé dans ses choix. Cela va généralement avec le constat que nous nous aimons assez peu. 7. Avoir peur d'être abandonné, d'être rejeté. Et 8. Chercher et trouver des excuses aux aspects négatifs de nos relations. Cette liste, bien sûr, elle est loin d'être exhaustive. Cependant, pour être dans la dépendance affective,
la manifestation de ces éléments doit s'inscrire dans la durée, d'une part, et puis suivre un schéma répétitif. Parce que quelque part, tous ces manques-là, nous les avons tous un petit peu au fond de nous. Cette liste peut servir cependant de point de départ pour faire un état des lieux de notre situation affective. C'est-à-dire pour regarder qui détient la télécommande de notre bien-être, nous ou l'autre. Une autre image aussi peut vous aider, celle des piliers sur lesquels repose notre maison, c'est-à-dire notre vie. Si notre vie repose sur un unique pilier, comme mon partenaire ou ma famille ou mon travail, nous prenons le risque de trop solliciter ce pilier, de le fragiliser et le jour où il s'écroule, toute notre vie va s'écrouler avec. Soulignons par ailleurs que la dépendance affective peut avoir lieu dans des contextes très différents. Elle peut être en couple, donc avec des angoisses quand on n'a pas de nouvelles, de la jalousie, avec une demande d'attention totale de la part de son partenaire, mais ça peut être aussi en famille, avec ses parents, ou des visites qui peuvent avoir lieu extrêmement souvent ou jamais, une angoisse récurrente qui arrive quelque chose à un membre de sa famille, l'impression de ne pas être le préféré de ses parents ou que ses frères et sœurs sont 10 fois plus aimés que soi. Ou en groupe, la peur de déplaire, celle d'être exclu, de ne pas être invité à droite, à gauche. L'origine de notre dépendance affective se trouve souvent dans notre passé. Période pendant laquelle nous avons construit nos croyances à partir d'expériences vécues ou de messages entendus. Certaines de ces expériences ont laissé des traces, qu'on appelle en psychologie les blessures émotionnelles. Ces blessures, elles orientent notre manière de penser, de choisir et d'aborder la vie. L'illustration courante de cette situation est celle de l'enfant qui s'est senti mal aimé dans son enfance et qui, adulte, va attendre sans cesse que l'autre comble ce manque d'amour. C'est comme si la personne remplissait continuellement un grand panier sans voir ou accepter qu'il puisse être percé. Son attente est donc vaine et va l'amener à continuer à espérer et persister dans une relation qui la fait pourtant souffrir, où elle va au contraire multiplier les relations dans l'espoir qu'un partenaire enfin réponde à toutes ses attentes. Gagner en autonomie affective va donc consister, seul ou à l'aide d'un thérapeute, à reprendre le pouvoir sur soi, à reprendre la télécommande de son bien-être. C'est faire aussi confiance à sa boussole intérieure. C'est comme réparer le fond de son panier. C'est un chemin tellement libérateur. Allez, je change de regard. Pour commencer sur le chemin de l'autonomie, prenez quelques minutes pour faire un état des lieux de vos relations aux autres, de vos relations avec vos enfants, avec votre partenaire, avec vos amis. Comment vous sentez-vous? Dépendant ou autonome? L'outil des 4 P, présenté dans Bulle de bonheur numéro 13, Je cherche mon équilibre, peut être un outil utile pour faire un état des lieux. En cas de tendance à la dépendance affective, les P de partenaire, de parents ou de professionnels seront beaucoup plus investis que les P de privé. En fait, le P de privé, rappelez-vous, c'est ce que vous faites pour vous. Logique, car pour le dépendant, le bonheur va dépendre essentiellement de ses relations aux autres. Ces relations aux autres peuvent au début procurer du plaisir. Par contre, si les attentes sont trop fortes, elles finissent par priver de liberté et deviennent une source de souffrance et enferment dans un cercle vicieux. En même temps que la relation nous détruit, plus ou moins visiblement, nous l'entretenons car nous pensons ne plus pouvoir nous en passer pour vivre. Par exemple, au boulot, j'attends de la reconnaissance de mon boss. Comme je n'en ai pas, je pense que c'est parce que je dois en faire davantage, je m'épuise, je suis frustré et je travaille un peu plus, etc. et le cercle vicieux s'installe. Dans un couple, je manifeste le souhait de toujours vouloir être avec mon conjoint. Je veux jamais le quitter. Et s'il fait une activité sans moi, je me sens jalouse et je lui reproche de pas m'aimer assez. Et si ça recommence, je peux même devenir suspicieuse. Je peux commencer à fouiller dans son cellulaire pour savoir ce qu'il me cache. Je deviens alors tyrannique. Je lui demande sans cesse la preuve de son amour. Ces exemples sont un peu des caricatures, cependant le process est là et il se met en place souvent sur plusieurs années. Nous pouvons également nous interroger sur notre rapport à la solitude. Acceptons-nous facilement d'être seuls?
Acceptons-nous aussi que les personnes que nous aimons fassent des choses sans nous? Il est certain que pour ceux qui sont dans une dépendance affective, un travail sera nécessaire pour apprendre à apprivoiser cette solitude. En fait, la solitude peut être une opportunité pour nous aider à mieux nous connaître et à combler nos propres besoins. Souvenez-vous aussi que la question de notre autonomie renvoie à la question de nos attentes. Nous avons tous des attentes. Si celles-ci ne dépendent que des autres, la déception va être grande. C'est d'ailleurs une des difficultés de certains parents d'adolescents. Je l'entends vraiment souvent. À une période où les parents eux-mêmes peuvent traverser une crise, celle dite de la crise de milieu de vie, ils ont besoin de se sentir aimés de leur adolescent. Or, celui-ci est justement une période où cette dépendance affective est insupportable pour lui, car en opposition avec son besoin d'autonomie qui se développe. Les parents qui cherchent à combler leurs besoins d'amour à travers leur enfant adolescent vivent généralement une période de souffrance. Mélange d'incompréhension, de déception, d'injustice, même de colère. Et sans même le vouloir, ils risquent de transmettre à leur enfant que l'amour est conditionnel, c'est-à-dire que l'amour vient des autres et qu'il dépend de notre façon de répondre aux attentes extérieures. C'est un véritable piège et un piège qui glissant vers la dépendance affective. En termes de bienfaits, gagner en autonomie, c'est apprendre à prendre soin de soi, prendre soin de ses besoins et compter sur soi-même pour les satisfaire. Cette recherche, nous pouvons la faire seuls ou nous faire aider en prenant bien en compte que nous devons assumer notre responsabilité dans cette recherche et non la faire porter aux autres. Gagner en autonomie invite à mieux s'aimer soi-même, à se découvrir comme une personne remplie d'amour naturel et non conditionnel et libre de ses choix. Et hop, je me lance. Je retiens. Gagner en autonomie affective, 1. C'est accepter que la télécommande de mon bonheur est uniquement entre mes mains. 2. C'est apprendre que je suis responsable de la satisfaction de mes besoins, notamment mon besoin d'amour. 3. C'est mettre en pratique ou réécouter les podcasts Bulle de bonheur. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour choisir une situation où vous pourriez reprendre la télécommande, que ce soit au boulot, en famille ou en couple, afin de vous sortir d'une situation de dépendance affective. Nous vous laissons savourer les bienfaits de cette autonomie. Racontez-nous et partagez-nous vos expériences sur Facebook ou Insta @jeu2minutes. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeu2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.